Je m'arrête devant le salon privé du restaurant Le Chêne Doré, mes doigts se crispant sur le paquet soigneusement emballé que je tiens à la main. À travers le verre dépoli, j'aperçois des silhouettes de ma famille déjà assises à la longue table. Le tintement discret du cristal de luxe parvient jusqu'à moi tandis qu'un serveur verse du vin. 8 ans. 8 ans à répondre à chaque appel, à résoudre chaque crise, à vider mes comptes à leurs moindres besoins. Ce soir, il s'agit de leur montrer que tous ces sacrifices en valaient la peine. Que j'en vaux la peine. Je lisse ma robe noire, prends une profonde inspiration et pousse la porte. Ma mère, Éléonore, est assise majestueusement à un bout de la table, son regard critique se posant immédiatement sur moi. Ses lèvres se pincent légèrement alors qu'elle évalue mon apparence, cherchant des défauts à me signaler plus tard. À côté d'elle, mon frère aîné, Pierre, sourit d'un air suffisant dans son verre de vin, la même expression supérieure qu'il arbore depuis que nous sommes enfants. Mon frère cadet, Stéphane, lève les yeux de son téléphone, son visage se composant en une expression de joie qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. « Chloé! Tu as enfin décidé de te montrer. » Seul mon père s'illumine sincèrement à mon arrivée. Henri Dubois se lève, les bras ouverts, son sourire s'élargissant en apercevant le cadeau dans mes mains. « Voilà ma fille, » dit-il chaleureusement. Je fais le tour de la table, saluant les autres d'un signe de tête avant d'atteindre mon père. « Joyeux anniversaire, papa. » Son étreinte est forte, sincère. Pendant un instant, je crois que ce dîner pourrait être différent. Que ce soir, enfin, tous mes efforts seront reconnus. Que je serai vu comme plus que leur distributeur de billets personnels. Je lui tends le paquet emballé. « C'est pour toi. Tu n'aurais pas dû m'offrir quoi que ce soit, Chloé, dit-il, mais ses yeux s'illuminent. Je me glisse dans la seule chaise vide, en bout de table, face à ma mère, isolée. Un frisson me parcourt. Même notre plan de table le montre clairement. Je ne fais pas vraiment partie de leur clan. La serveuse apparaît à mon coude. « Souhaitez-vous commencer par quelque chose à boire, mademoiselle ? » « Oui, je vais prendre. » Elle prendra le vin blanc de la maison, m'interrompt ma mère avec douceur. Chloé n'a jamais su faire la différence entre les vins. Je force un sourire. En fait, je vais prendre le Cabernet. Le millésime 2018, s'il vous plaît. Le sourire d'Éléonore se crispe. Ça doit être agréable d'avoir un revenu disponible sans de vraies responsabilités comme des enfants. Le nœud familier se forme dans mon estomac. Je suis à cette table depuis moins de 5 minutes. J'aimerais commander une deuxième entrée pour la table, dis-je, changeant délibérément de sujet. Pierre lève les yeux au ciel. Bien sûr que tu le ferais, toujours à te faire remarquer. Je repense à ma première prime en tant qu'analyste en investissement. J'avais 22 ans, fraîchement sorti de l'université, fier de moi pour avoir décroché un poste dans un cabinet prestigieux. Ces 10 000 € étaient destinés à démarrer mon portefeuille d'investissement, un pas vers la sécurité financière. Puis est venu l'appel hystérique de ma mère. La banque va saisir la maison, Chloé. Nous allons tout perdre. Ton père est trop fier pour demander, mais nous avons besoin d'aide. Le soulagement que j'ai ressenti après leur avoir viré l'intégralité de la prime a été immédiat. Leur gratitude semblait sincère. J'étais l'héroïne. La responsable. Celle qui arrange tout. Julien a vu clair avant moi. Il t'utilise, Chloé, a-t-il dit un soir après que j'ai annulé notre dîner d'anniversaire pour sortir Pierre d'un autre pétrin financier. Ce schéma ne s'arrêtera pas tant que tu ne l'arrêteras pas, j'ai balayé ses inquiétudes. La famille d'abord, me disais-je. 3 mois plus tard, il était parti. De retour dans le présent, Stéphane régale tout le monde avec une histoire sur sa dernière petite amie. Elle est complètement folle de moi, dit-il en me faisant un clin d'œil. Certaines personnes comprennent tout de suite, tu sais. En parlant de comprendre, intervient Pierre, papa t'a parlé de ma nouvelle opportunité d'investissement ? Ça va être énorme. Je remarque qu'ils boivent tous les deux le cabernet coûteux que j'ai commandé. Pierre prend une longue gorgée délibérée tout en me fixant, sachant très bien que c'est moi qui couvre la note. Le dîner progresse jusqu'à l'échange des cadeaux. Pierre offre à papa un set de barbecue générique encore dans son emballage plastique.
Parfait pour les barbecues du dimanche, dit-il fièrement, comme s'il avait offert quelque chose d'extraordinaire. Le cadeau de Stéphane est, comme on pouvait s'y attendre, narcissique, une photo encadrée de lui et papa à un match de foot l'année dernière. Un match auquel je n'ai pas été invité. Pour se souvenir de notre journée spéciale, dit Stéphane, les yeux grands ouverts d'une innocence fabriquée. Quand papa déballe mon cadeau, la montre Hamilton Vintage de 1950 que j'ai mis des mois à trouver, le silence se fait dans la pièce. Elle est magnifique, son boîtier argenté brillant sous les lumières du restaurant, le bracelet en cuir souple et riche. Chloé, murmure mon père, les yeux humides. C'est beaucoup trop. Je ressens une bouffée de fierté, suivie immédiatement d'un frisson en remarquant le visage de ma mère qui se durcit, le ressentiment creusant plus profondément les rides autour de sa bouche. Eh bien, dit Éléonore, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Je suppose que quand on n'a pas de mari ou de famille à charge, on peut se permettre d'acheter tout ce qu'on veut. La table devient silencieuse. Ce n'est pas juste, maman, dis-je, la voix tremblante. Pas juste? Elle rit légèrement, un son cassant. Ce qui n'est pas juste, c'est la façon dont tu étales ton argent. Tu l'utilises pour nous faire nous sentir petits. Tu essaies d'acheter l'amour de ton père. J'ai payé pour son opération, les mots jaillissent avant que je puisse les retenir. Je paie pour tout ce dîner. La voilà, la voix d'Éléonore s'élève, toujours à tenir les comptes. Tu veux savoir la vérité? Tu es pathétique. Tu es une femme seule et amère. Et tu veux savoir pourquoi? Tu ne fais même pas partie de cette famille. Je me tourne désespérément vers Pierre, implorant silencieusement son soutien, une quelconque reconnaissance de l'injustice qui se déroule. Il détourne délibérément le regard, souriant en sirotant le cabernet à 120 € que je suis en train de payer. Et soudain, avec une clarté parfaite, je vois la vérité. Ce schéma ne finira jamais. Les crises continueront d'arriver. Les demandes ne cesseront jamais. Les règles du jeu changeront toujours. Je ne suis pas de la famille. Je suis leur banque. Et les banques, je réalise avec un calme étrange qui s'installe en moi, ont le pouvoir de saisir. Je quitte le chêne doré la tête haute, malgré le tremblement de mes mains. Le maître d'hôtel me fait un signe de tête compatissant alors que j'approche du comptoir de paiement, ses yeux se dirigeant vers le salon privé d'où les voix de ma famille s'échappent encore. Tout va bien, mademoiselle Dubois, demande-t-elle, affichant déjà les détails de la réservation sur son écran. Parfaitement, dis-je, forçant le calme dans ma voix. J'aimerais apporter une modification au règlement. Je sors 2 billets impeccables de 100 € de mon portefeuille, les faisant glisser sur le comptoir vers la serveuse qui est apparue à côté de nous. Veuillez débiter mon repas et celui de Monsieur Henri Dubois sur ma carte. Ma voix baisse pour garantir la confidentialité. La facture restante pour les 6 autres invités. Veuillez la remettre directement à Madame Éléonore Dubois. Les yeux de la serveuse s'écarquillent légèrement, mais elle hoche la tête, glissant l'argent dans la poche de son tablier. Absolument, mademoiselle Dubois. Y a-t-il autre chose? C'est tout. Je ressens une étrange légèreté en me tournant vers la sortie. S'il vous plaît, attendez que je sois partie pour remettre la note finale. Dehors, l'air de la nuit est électrique contre ma peau. Mon téléphone vibre à plusieurs reprises dans mon sac avant même que j'atteigne ma voiture. 6 appels manqués. Tous d'Éléonore. Je démarre le moteur mais ne pars pas tout de suite. Mes doigts planent au-dessus de l'écran, sur le point de mettre les appels en sourdine quand une notification de texto apparaît. Ce n'est pas de ma mère ou de mes frères, c'est de ma cousine Alix. Tu as vu ce qu'il disait de toi sur le groupe de discussion familiale? Le groupe de discussion familiale? Je fixe l'écran. Quel groupe de discussion familiale? Le texto suivant d'Alix contient des captures d'écran. L'horodatage indique des messages datant de 3 heures avant le dîner de ce soir. Pierre, Chloé a réservé le salon privé au chêne doré. Stéphane, génial. Elle vient d'avoir sa promotion. Le moment de faire flamber la prime. J'espère qu'elle prendra le bon steak. Je sens le sang quitter mon visage, mais je me force à continuer de faire défiler. Éléonore, les garçons, soyez gentils.
Votre sœur et c'est juste. 3 petits points après, juste, qui contiennent tout le mépris, toute la condescendance que j'ai ressentie pendant des années. Ils ont planifié ça. Ils ont coordonné leur attaque, calculé comment extraire un bénéfice maximal tout en me faisant me sentir petite. Ma mère. Ma propre mère. Le téléphone vibre à nouveau. Un message vocal. C'est maintenant. Je quitte le parking du restaurant, conduisant sans réfléchir jusqu'à ce que j'atteigne mon immeuble. Le silence familier de mon modeste studio m'accueille, mais ce soir, il semble différent. Pas solitaire, mais paisible. Alors je me sers un verre de vin et j'appuie enfin sur lecture pour le premier message vocal. Comment oses-tu m'embarrasser comme ça? La voix d'Éléonore remplit la pièce, vibrant de rage. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ingrate, égoïste. Je supprime le message avant qu'elle ne puisse finir, puis le suivant, et le suivant, chacun plus venimeux que le précédent, pas une seule excuse parmi eux. Quand j'arrive à la fin, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Je bloque son numéro. Le silence qui suit semble monumental. Presque sacré. J'ouvre mon ordinateur portable et navigue vers mon site de voyage préféré. 10 minutes plus tard, j'ai réservé un vol pour l'Italie. 10 jours en Toscane, le voyage dont je rêve depuis l'université mais que j'ai toujours reporté parce que les urgences familiales prenaient le dessus. Avec la voix d'Éléonore réduite au silence, mon esprit devient soudainement d'une clarté redoutable. Je sors mes relevés financiers, les étalant sur la table de ma cuisine. La preuve de mon exploitation, noir sur blanc. 30 000 € de mon plan d'épargne retraite pour l'opération d'urgence de la colonne vertébrale de papa il y a 3 ans. La même opération que son assurance aurait couverte s'ils avaient payé leur cotisation au lieu de faire cette croisière en Alaska. 15 000 € pour des arriérés d'impôts fonciers sur une maison où je n'habite même pas 10 000 €, prêtés, pour le projet d'entreprise voué à l'échec de Pierre, dont il n'a plus jamais parlé. Des milliers d'autres pour des réparations de voitures, des factures de services publics, les manuels de Stéphane pour des diplômes qu'il n'a jamais terminés. Je fais les calculs 2 fois. Ma retraite a été retardée de 5 ans. 5 ans que je ne récupérerai jamais, mais la perte financière est dérisoire par rapport à la manipulation émotionnelle. Les rendez-vous annulés avec Julien, les promotions manquées parce que j'étais trop distraite par les drames familiaux pour me concentrer sur ma carrière. L'anxiété perpétuelle qui accompagnait chaque appel téléphonique, me demandant quelle crise m'attendait cette fois. Le lendemain matin, je suis assise dans le cabinet du docteur Anne Lambert, les mains jointes sur mes genoux. Je suis libre, dis-je, les mots semblants étrangers sur ma langue. Alors pourquoi est-ce que je ressens cette culpabilité écrasante, ce vide? Je ne sais pas qui je suis si je ne suis pas celle qui résout leurs problèmes. Le docteur Lambert m'étudie par-dessus ses lunettes. Parce que celle qui résout les problèmes était un rôle que vous jouiez. Il vous donnait un but, mais ce n'était pas vous. Notre travail est de découvrir qui est vraiment Chloé. Mon téléphone s'allume avec un texto. Julien. J'ai entendu ce qui s'est passé au restaurant. Est-ce que ça va? Je souris, appréciant son inquiétude, mais pas encore prête à répondre. Ce soir-là, Stéphane lance sa contre-attaque. Une notification de mail apparaît sur mon téléphone. Stéphane Dubois vous a identifié dans une campagne GoFundMe. Le titre se lit « Famille trahie par une sœur narcissique ». La description me dépeint comme une méchante qui a abandonné sa famille dans le besoin. Je la signale pour fraude en quelques minutes. À minuit, la page a disparu. Un email anonyme arrive peu après depuis le compte personnel de Stéphane. Tu es un monstre. Tu n'aides pas. Et maintenant tu nous sabotes activement? Tu le regretteras. Je le lis 2 fois, attendant que la panique familière s'installe. La culpabilité, le besoin désespéré de tout arranger. Elle ne vient pas. Au lieu de cela, quelque chose se durcit en moi, se clarifie. La menace a l'effet inverse de celui escompté. Elle solidifie ma résolution. Cette nuit-là, je dors sans rêver pour la première fois depuis des années. Pas d'anxiété me réveillant en sursaut à 3 heures du matin. Pas de vérification de mon téléphone pour des appels d'urgence manqués. Juste la paix. Et la certitude que demain,
je commence à construire une vie qui est vraiment la mienne. 2 jours plus tard, je fixe mon téléphone, faisant défiler la dernière publication Facebook d'Éléonore. Une photo en noir et blanc d'elle regardant mélancoliquement par une fenêtre, avec la légende « Les blessures les plus profondes viennent de ceux que nous aimons le plus ». Comment un enfant ingrat peut-il abandonner la famille même qui a tout sacrifié pour lui? Cœur brisé, la famille d'abord. La section des commentaires déborde de sympathie. De vieux amis de la famille, des parents éloignés, même mon institutrice de CE2 offrant ses prières et son soutien. Mon estomac se tord en lisant la réponse de Madame Peterson, « Je t'envoie de l'amour, Éléonore. » Certains enfants oublient d'où ils viennent. Je pose mon téléphone et prends une profonde inspiration, la voix du docteur Lambert résonnant dans mon esprit. C'est exactement ce dont nous avons discuté. La honte publique comme mécanisme de contrôle. Le téléphone fixe sonne, le seul numéro que je n'ai pas bloqué. 4 sonneries avant que je ne réponde. 3 des amis de ta mère m'ont appelé aujourd'hui, dit Julien sans préambule. Apparemment, je sors avec un monstre qui a abandonné sa pauvre famille. Je suis désolée, je murmure. Ne le sois pas. Je leur ai toutes dit d'aller se faire voir. Sa voix s'adoucit. Comment tu tiens le coup? Avant que je puisse répondre, ma ligne professionnelle sonne. Je dois te laisser, dis-je à Julien. Urgence au travail. Mais ce n'est pas le travail. C'est Marianne de la réception, sa voix tendue par l'inconfort. Chloé, ton frère Stéphane est dans le hall. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste pour te voir. Il dit que c'est une urgence familiale. La glace inonde mes veines. Dis-lui que je suis en réunion. Je l'appellerai plus tard. Je l'ai fait, mais il a dit qu'il attendrait toute la journée s'il le fallait. Je regarde à travers les murs de verre de mon bureau vers les ascenseurs. Effectivement, Stéphane est nonchalamment appuyé contre le bureau de la réception, un sourire charmeur en place alors qu'il discute avec l'assistante de Marianne. Mes mains tremblent alors que je rassemble mon ordinateur portable et mes dossiers. Il y a un escalier de service qui mène au parking. Je ne l'ai jamais utilisé avant aujourd'hui. Plus tard dans la soirée, une enveloppe de couleur crème arrive dans ma boîte aux lettres. Je reconnais immédiatement l'écriture fluide d'Éléonore. Pendant un instant, j'envisage de la jeter sans l'ouvrir. Au lieu de cela, je la porte à l'intérieur, la posant sur le comptoir de la cuisine pendant que je me sers un verre de vin. La lettre fait 5 pages, manuscrite sur le papier à lettres monogrammées d'Éléonore. Ma très chère fille, commence-t-elle. Après beaucoup de réflexions et plusieurs séances avec mon conseiller spirituel, j'en suis venue à comprendre comment mes propres insécurités profondes ont pu contribuer à notre situation actuelle. Ayant moi-même grandi avec une mère critique, je vois maintenant comment j'ai pu répéter involontairement ces schémas. Je lis chaque mot soigneusement choisi, notant comment elle parvient à paraître pleine de remords sans jamais s'excuser pour quoi que ce soit de spécifique. La lettre serpente à travers des souvenirs d'enfance, des réflexions philosophiques sur les relations mère-fille et des références vagues à la guérison de notre lien. C'est le post-scriptum, ajouté à la hâte avec une encre différente, qui révèle la vérité. PS. Ton père te manque terriblement, et la facture de la taxe foncière est due le mois prochain. Je ne déchire pas la lettre. Je ne la froisse pas. Au lieu de cela, je marche calmement jusqu'à mon bureau, je récupère les ciseaux et je la découpe méthodiquement en carrés minuscules et précis. Les confettis pleuvent dans ma poubelle, une sensation étonnamment satisfaisante. Le lendemain matin, je passe 3 appels. Le premier, à ma banque, pour mettre en place un virement automatique de 500 € par mois sur mon compte de retraite épuisé. Le deuxième, à Rachel, l'une des rares amies qui fait le pont entre mon monde familial et ma vie personnelle. Je dois te demander quelque chose d'important, je lui dis. J'ai besoin que tu acceptes de ne pas discuter de ma famille avec moi. Pas de nouvelles, pas de messages de leur part, pas de tentatives bien intentionnées pour nous réconcilier. Sa pause en dit long. Ils t'ont appelé, n'est-ce pas? Tout le monde sauf papa, je confirme. Considère que c'est fait, dit-elle finalement. Ta famille est maintenant un sujet interdit. Le troisième appel est pour m'inscrire à des cours de poterie, quelque chose que j'ai voulu essayer depuis l'université mais pour lequel je n'ai jamais eu le temps entre les urgences familiales.
Ce soir-là, mon téléphone s'allume avec le nom de papa. Je faillis ne pas répondre. Presque. Chloé? Sa voix semble plus vieille, fatiguée. Salut, papa. Tu me manques. 3 mots simples qui coupent plus profondément que la lettre de 5 pages d'Éléonore. Je ferme les yeux, luttant contre les larmes. Tu me manques aussi, papa, mais je ne peux pas revenir, pas tant que tu choisiras de rester là-bas. Nous sommes une famille, Chloé. La famille reste soudée, contre vent et marée. C'est ce qui s'est passé au dîner d'anniversaire pour toi? Quand maman a dit ces choses sur moi, est-ce que la famille est restée soudée? Le silence s'étire entre nous. Je peux l'entendre respirer, le léger sifflement de son poumon gauche qui n'a jamais complètement guéri après la pneumonie il y a 3 ans. Une autre crise que j'avais gérée, une autre facture d'hôpital que j'avais couverte. J'ai entendu ce qu'elle a dit, admet-il finalement, sa voix faible. J'aurais dû l'arrêter. Mais tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. La vérité flotte entre nous, douloureuse mais nécessaire. Je t'aime, papa, dis-je, sincèrement. Mais je ne serai plus ton sacrifice humain. Après avoir raccroché, je me blottis en boule sur mon canapé, m'accordant exactement 10 minutes pour pleurer. Puis je me lave le visage, je mets des vêtements propres et je sors retrouver Julien pour un café. Le café est bondé, le soleil inondant les lieux à travers de grandes fenêtres. Julien me fait signe depuis une table dans un coin, 2 tasses déjà prêtes. Pas d'attente romantique, juste le réconfort de quelqu'un qui connaît toute la vérité. Tu as meilleure mine, dit-il en étudiant mon visage. Moi. Traqué. Je souris, réalisant qu'il a raison. Je me sens plus légère. J'aurais dû en faire plus, dit soudain Julien, les yeux sérieux. Je suis désolée d'être partie au lieu de t'aider à voir ce qui se passait. C'était la solution de facilité. Tu as essayé, je lui rappelle. Je n'étais pas prête à écouter. La date limite pour la taxe foncière arrive et passe. Je la marque sur mon calendrier d'un petit X rouge, me préparant à l'assaut. Il arrive précisément 3 jours plus tard, lorsque le nom de Pierre clignote sur l'écran de mon téléphone. Je réponds, le mettant sur haut-parleur tout en continuant à préparer le dîner. Il risque de perdre la maison à cause de toi. Sa voix tonne dans ma cuisine, familière dans sa colère vertueuse. Je saupoudre de sel le blanc de poulet qui grésille dans ma poêle. Non, ils risquent de perdre la maison parce qu'ils n'ont pas payé leurs impôts. Il y a une différence. Comment peux-tu être si froide? Après tout ce qu'ils ont fait pour toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi exactement, Pierre? Je retourne le poulet, admirant la croûte dorée. Cite-moi 3 choses. Son bafouillement remplit le silence. C'est bien ce que je pensais, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Au revoir, Pierre. Je raccroche, attendant que la vague familière de culpabilité s'abatte sur moi. Elle ne vient pas. Au lieu de cela, j'ouvre mon ordinateur portable et crée une nouvelle feuille de calcul. Colonne A, date. Colonne B, description de l'urgence. Colonne C, montant. Je commence par le premier retrait majeur, ma prime initiale à 22 ans, et j'avance méthodiquement. À minuit, j'ai documenté 73 450 € de prêts et de dons sur 8 ans. À côté de cette feuille de calcul, j'ouvre mon calendrier, marquant chaque vacances, rendez-vous et événements personnels annulés pour des urgences familiales. Le schéma est frappant, indéniable. Pas un seul moment important de ma vie n'est resté intact face à leurs besoins. 2 semaines plus tard, je monte à bord d'un avion pour l'Italie, un voyage dont je rêve depuis l'université. Les photos montrent une femme que je reconnais à peine, souriant sincèrement, les épaules détendues, les yeux clairs. Sur l'une, prise dans un petit café à Florence, je ris, la tête en arrière, complètement présente dans l'instant. Le docteur Lambert sourit quand je lui montre les photos pendant notre séance. Voilà à quoi ressemble la liberté, Chloé. Les fêtes de fin d'année approchent. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je décline l'invitation formelle d'Éléonore pour Noël. À la place, j'organise un petit rassemblement d'amis dans mon appartement. Pas de drame familial, pas de marche sur des œufs, pas de calcul du coût émotionnel de chaque interaction.
1 an après la confrontation au restaurant, je suis en train d'examiner les prévisions trimestrielles lorsque mon téléphone vibre avec un texto. Le nom de Stéphane apparaît à l'écran. Il faut qu'on parle. C'est à propos de papa. Mon cœur rate un battement, les vieux schémas tentant de se réaffirmer. Appelle immédiatement. Laisse tout tomber. Règle ça. Je pose le téléphone et continue de travailler pendant exactement 30 minutes, terminant ma tâche avant de le reprendre. Le message attend, exigeant une réponse. Mon doigt plane sur l'écran alors que je prends une décision. Une semaine plus tard, le café bourdonne de l'énergie du milieu de matinée, le sifflement des machines à expresso, le cliquetis des tasses et les conversations murmurées créant le parfait décor public. J'ai choisi cet endroit délibérément. Un espace ouvert. Des témoins. Aucune chance d'être coincé. Je vérifie ma montre, un modèle pratique en acier inoxydable, rien à voir avec la Hamilton Vintage que j'ai offerte à papa l'année dernière. 2 minutes avant l'arrivée de Stéphane. Je sors mon téléphone, ouvre l'application d'enregistrement et appuie sur démarrer. L'écran confirme, enregistrement en cours. Je le glisse dans mon sac à main, m'assurant que le microphone n'est pas obstrué. Ça va ? Je lève les yeux pour trouver Julien à la table voisine, son ordinateur portable ouvert met son attention sur moi. Il était arrivé 15 minutes avant moi, s'installant comme s'il était juste un autre travailleur à distance ayant besoin de caféine et de Wi-Fi. Ça va, dis-je, surprise de voir à quel point c'est vrai. Juste hâte d'en finir. Julien hoche la tête, puis retourne à son écran, maintenant l'illusion de clients séparés qui ne se connaissent pas. Le poids de sa présence me stabilise. La porte teinte. Stéphane entre, balayant le café du regard jusqu'à ce qu'il me repère. Il est mieux habillé que d'habitude, chemise impeccable, pantalon chino repassé, l'uniforme de la responsabilité. Il est venu préparer. Moi aussi. Chloé. Sa voix porte la note précise d'une inquiétude contrôlée alors qu'il se glisse dans la chaise en face de moi. Merci de me rencontrer. J'ai 30 minutes, dis-je en tapotant ma montre. Je dois être de retour au bureau pour une conférence téléphonique. La bouche de Stéphane se contracte, une contrariété rapidement masquée par une sympathie étudiée. Il plonge la main dans sa sacoche et en sort une enveloppe Kraft. J'ai apporté des choses que tu dois voir. Il en extrait plusieurs photographies, les étalant sur la table entre nous comme des cartes à jouer. Papa, l'air mince et pâle, assis dans son fauteuil préféré. Papa dans ce qui semble être un cabinet médical, les épaules voûtées. Papa endormi dans un lit d'hôpital, une perfusion dans le bras. Quelque chose de froid me traverse. Quand ont-elles été prises ? Au cours des derniers mois. Stéphane se penche en avant, la voix basse. Il n'est plus le même depuis que tu nous as abandonnés, Chloé. Le mot « abandonné » atterrit comme une gifle. Il mange à peine, dort à peine. Les médecins disent que sa tension artérielle est dangereusement élevée. Je me force à respirer calmement, à étudier les photos avec une distance analytique, plutôt qu'avec la culpabilité paniquée qui bouillonne en moi. Qu'est-ce qu'il a exactement ? Sa colonne vertébrale. Stéphane secoue tristement la tête. Tu te souviens de cette opération pour laquelle tu as aidé ? Il y a des complications. Il a besoin d'une autre intervention. L'implication flotte dans l'air, tacite mais claire. C'est ta faute. Tu es parti, et maintenant papa souffre. La voix du docteur Lambert résonne dans ma tête. Remarquez quand ils utilisent votre père comme levier émotionnel. Ils savent que c'est votre point faible. Je suis désolée d'apprendre qu'il ne va pas bien, dis-je, en gardant ma voix stable. Dans quel hôpital est-il soigné ? Stéphane cligne des yeux. L'hôpital central. Et le nom de son médecin ? Docteur Martin. La réponse vient trop vite. Neurochirurgien ou orthopédiste ? Les yeux de Stéphane se plissent. Quelle différence ça fait ? Ça fait une différence parce que j'aimerais parler directement avec son médecin. Je sors mon téléphone. Si tu me donnes les coordonnées du docteur Martin, je peux appeler tout de suite pour discuter du plan de traitement de papa. Stéphane s'agite sur son siège. Tu ne peux pas simplement appeler son médecin.
Il y a des lois sur la confidentialité. Papa peut l'autoriser. Appelons-le tout de suite pour lui demander. Il se repose, dit sèchement Stéphane. Les médicaments le rendent somnolent. Je prends une gorgée de mon café qui refroidit, utilisant ce moment pour me ressaisir. Les tics de Stéphane sont évidents maintenant, le tapotement des doigts, le clignement rapide des yeux quand il invente des détails. Je me soucie de la santé de papa, dis-je avec soin. Mais je ne serai pas manipulé, Stéphane. Son expression s'assombrit. Tu parles exactement comme ta psy. Est-ce qu'elle t'a convaincu que ta propre famille te manipule? Il se penche en avant. Quelle sorte de fille abandonne son père quand il a le plus besoin d'elle? Maman avait raison sur toi. Tu as toujours été égoïste. Les mots font écho à la formulation exacte d'Éléonore dans d'innombrables disputes. Autrefois, je me serais lancé dans des explications défensives, désespéré de prouver que je n'étais pas la méchante qu'il dépeignait. Plus maintenant. Je comprends que ce soit ton point de vue, dis-je. Stéphane me fixe, attendant les justifications frénétiques habituelles. Quand elles ne viennent pas, la confusion vacille sur son visage. Écoute, dit-il, la voix se durcissant. Ce n'est pas un débat. Soit tu aides pour l'opération de papa, soit ne prétends pas te soucier de lui. J'ai proposé de parler directement avec son médecin. J'ai proposé d'appeler papa tout de suite. S'il a vraiment besoin d'une autre opération, je veux entendre les détails de la part de professionnels de la santé, pas à travers toi. Le visage de Stéphane rougit. Tu ne me fais pas confiance? Ton propre frère? Je fais confiance aux professionnels de la santé pour expliquer des conditions médicales. Très bien. Il lève les mains en l'air. Appelle papa. Mais maman lui a déjà dit que tu paierais pour tout. Le lapsus reste en suspens entre nous. Stéphane se fige, réalisant ce qu'il a révélé. Donc papa ne sait pas vraiment que tu me demandes de l'argent, dis-je doucement. La voix de Stéphane s'élève. Ne déforme pas mes paroles. Papa sait qu'il a besoin d'une opération. Maman essayait juste de lui épargner le stress des soucis financiers. Des têtes se tournent aux tables voisines. Une femme aux cheveux gris jette un coup d'œil, son expression inquiète. Tu as toujours eu la vie facile, Chloé, continue Stéphane, plus fort maintenant. Ton job chic, ta richesse, pendant que le reste d'entre nous galère. Et maintenant tu n'aides même pas notre père? Je garde ma voix égale, douce. Stéphane, nous sommes dans un lieu public. Gardons cette conversation civilisée. Civilisée? Il n'y a rien de civilisé à abandonner sa famille. Il frappe la table de sa main, faisant trembler nos tasses. Le café devient silencieux. La serveuse s'approche de notre table, son expression professionnelle m'est ferme. Monsieur, je vais devoir vous demander de baisser la voix ou de poursuivre cette conversation ailleurs. Stéphane se tourne vers elle. C'est une affaire privée. Pas quand ça dérange nos autres clients. La serveuse ne se laisse pas démonter. Dois-je vous demander de partir? Stéphane regarde autour de lui, soudain conscient de l'attention qu'il a attirée. Tous les yeux du café le regardent, non pas avec la sympathie qu'il attendait, mais avec désapprobation. Julien se lève et se déplace vers ma table, ne disant rien, se positionnant simplement derrière ma chaise. Mon téléphone sonne avec un message texte. Je baisse les yeux pour voir le nom de Julien. Tout va bien? Besoin de renfort? Avant que je puisse répondre, un autre texto arrive de mon bureau. Prends tout le temps dont tu as besoin. On s'occupe de ta présentation. Le docteur Lambert dit qu'elle peut te voir à 14 heures si nécessaire. Un réseau de soutien m'entoure maintenant, invisible pour Stéphane mais assez fort pour me maintenir stable. Je prends mon téléphone et compose le numéro de papa, soutenant le regard de Stéphane pendant que ça sonne. Allô? La voix de papa semble alerte, confuse par l'appel inattendu. Papa? C'est moi, Chloé. Chloé? La surprise illumine son ton. Stéphane a dit que tu étais trop occupé pour me parler ces jours-ci. Stéphane tend la main vers mon téléphone. Je me détourne, protégeant la connexion. Comment te sens-tu, papa? Stéphane m'a montré des photos.
Il dit que tu as besoin d'une autre opération. Une opération? Papa semble sincèrement confus. Non, non, le médecin a juste changé mon traitement pour la tension le mois dernier. Ça marche bien, pas d'opération nécessaire. Stéphane se lève brusquement, le visage pâle. Je dois y aller. Alors qu'il rassemble ses affaires, je remarque l'écran de son téléphone qui s'allume de notifications. Même à l'envers, je peux distinguer le nom d'Éléonore, suivi de « A-t-elle accepté ?» Combien ? Papa, dis-je calmement. Est-ce que ce serait d'accord si je parlais avec ton médecin ? J'aimerais comprendre ton plan de traitement actuel. Bien sûr, ma chérie. Le docteur Martinez. Je ne sais pas où Stéphane a trouvé ce nom de Martin, elle est excellente. J'appellerai son cabinet pour leur dire que tu pourrais les contacter. Stéphane se dirige d'un pas rageur vers la porte juste au moment où mon téléphone sonne à nouveau, Pierre qui appelle. Je refuse l'appel, regardant mon jeune frère fuir le café, déjà en train de presser son propre téléphone contre son oreille. La famille qui semblait autrefois si unie contre moi se fracture sous mes yeux. Papa, dis-je, sentant quelque chose changer en moi. Il y a quelque chose dont nous devons parler. Le téléphone sonne alors que je trie les rapports d'investissement trimestriels. Le nom d'Henri clignote sur l'écran, et je m'arrête, sentant l'attraction familière de l'obligation. Cela fait 3 semaines depuis l'incident au café avec Stéphane. 3 semaines de calme relatif. Papa, je réponds, gardant ma voix égale. Chloé. Sa voix est chaleureuse mais prudente. Comment vas-tu, ma chérie ? Je vais bien. Occupée par le travail. Je tapote mon stylo contre le calendrier de bureau, sentant déjà ce qui s'en vient. Écoute. J'ai réfléchi. Henri s'éclaircit la gorge. Et si on organisait un dîner de famille la semaine prochaine ? Juste pour parler. Éléonore promet de s'excuser. L'ancienne Chloé aurait immédiatement réorganisé son emploi du temps, reconnaissante pour la moindre miette de réconciliation. Mais assise dans mon bureau, entourée de la vie que j'ai construite, je reconnais le piège. Je t'aime, papa, dis-je doucement. Mais je ne peux pas. Des excuses sous pression ne sont pas sincères. Je ne suis pas prête à me remettre dans cette position. Le silence s'étire entre nous. Je peux presque l'entendre se dégonfler. Elle essaie vraiment, Chloé. Vraiment ? Ou est-ce qu'elle essaie juste de faire en sorte que les choses redeviennent comme avant ? Une autre longue pause. Tu me manques. Tu me manques aussi. Mais il ne s'agit pas de punir qui que ce soit. Il s'agit de me protéger. Quand nous raccrochons, la vieille culpabilité refait surface, cette voix lancinante qui me demande si je suis égoïste, si la loyauté familiale devrait primer sur tout le reste. J'ouvre le tiroir de mon bureau, sortant le journal de thérapie que le docteur Lambert m'a suggéré. Sous la culpabilité, j'identifie quelque chose de nouveau. La résolution. Le nouvel an arrive avec un flot de publications sur les réseaux sociaux, sur la gratitude et la réunion familiale. L'invitation de la famille Dubois est dans ma boîte mail. Intacte. À la place, je passe la journée avec Julien et son nouveau partenaire, Michel. Nous cuisinons ensemble dans l'appartement de Julien, riant de petits pains brûlés et d'une farce légèrement paraissait cuite. À la liberté, porte un toast Julien, levant son verre avec un sourire entendu. Plus tard dans la nuit, en parcourant Instagram, je vois la photo de famille parfaitement mise en scène d'Éléonore, Henri, l'air mal à l'aise dans un pull que je n'avais jamais vu auparavant. Pierre et Stéphane l'encadrant, leur sourire crispé. La légende dit, tellement triste quand une famille est brisée par l'égoïsme. Ceux qui devraient être ici nous manquent. Il y a quelques mois à peine, cela m'aurait plongé dans la culpabilité et la honte. Ce soir, je ressens juste la triste confirmation du complexe de victime de ma mère. Je ferme l'application et je dors profondément. L'appel de Béatrice arrive de nulle part un mardi matin de décembre. La femme de Pierre me contacte rarement directement. Chloé. Sa voix est pleine de larmes. Je suis désolée de te déranger, mais je ne savais pas qui d'autre appeler. Je m'éloigne de mon bureau, me déplaçant vers l'intimité de la cage d'escalier. Qu'est-ce qui ne va pas ?
C'est Pierre. Il m'a menti. Ses mots se bousculent entre les sanglots. Il vient d'admettre qu'il te doit 10 000 € d'un investissement raté, et maintenant il exige que je vende ma voiture pour couvrir de nouvelles dettes. Il n'arrête pas de te blâmer pour l'avoir coupé des vivres et avoir ruiné ses finances. La révélation ne me surprend pas. Pierre a toujours vécu au-dessus de ses moyens, confiant que quelqu'un, généralement moi, le tirerait d'affaire. Béatrice, dis-je, gardant ma voix calme et mesurée. Je suis vraiment désolée que tu sois dans cette position, mais c'est entre toi et Pierre. Je ne suis pas impliquée. Mais si tu pouvais juste nous aider. Non, le mot vient facilement maintenant. Je ne peux pas régler ça pour vous. Pierre doit faire face à ses propres choix financiers. Après avoir raccroché, je m'assois sur les escaliers, en train de digérer. La famille se retourne les uns contre les autres maintenant que leur distributeur de billets est fermé. C'est à la fois une justification et une tristesse mêlée. De retour à mon bureau, un email de Maria de la direction générale m'attend. Chloé, pouvons-nous nous rencontrer pour discuter de l'acquisition Harrington? Nous envisageons de te nommer chef de projet. L'opportunité est exactement ce pourquoi j'ai travaillé. Une promotion majeure avec des responsabilités importantes, un salaire plus élevé et des horaires plus longs. Ma main plane au-dessus du clavier. Le vieux scénario de Chloé se joue dans ma tête. Je ne peux pas. Je dois être disponible pour les urgences. Ce soir-là, dans le cabinet du docteur Lambert, je fais les 100 pas près de la fenêtre. Qu'est-ce qui vous retient, demande-t-elle, me regardant de ce regard pénétrant. J'ai toujours été celle sur qui il pouvait compter. Et si quelqu'un a besoin de moi et que je suis coincée en réunion? Le docteur Lambert se penche en avant. De quelle urgence avez-vous réellement peur de manquer? Est-ce celle de votre famille? Ou est-ce la vôtre? La question m'arrête net. La mienne? L'urgence de me sentir nécessaire. D'avoir un but en résolvant les problèmes des autres. La vérité s'installe dans ma poitrine. J'ai construit mon identité autour du fait d'être celle qui arrange tout, la gestionnaire de crise. Sans ce rôle, qui suis-je? Je crois, dis-je lentement, que j'ai peur de découvrir qui je suis quand je ne suis pas en train de sauver tout le monde. Le lendemain matin, j'envoie un email à Maria. Je serais honorée de diriger l'acquisition Harrington. 3 mois plus tard, je suis debout à un podium lors de la conférence annuelle des services financiers, animant une table ronde sur les investissements dans les marchés émergents. Ma voix est stable, confiante. La salle est bondée de leaders de l'industrie, et je ressens un étrange sentiment d'appartenance que je n'ai jamais connu dans ma propre famille. Lors de la réception qui suit, un homme s'approche avec 2 coupes de champagne. Panel impressionnant, dit-il en m'en offrant une. J'ai particulièrement aimé votre point sur les fonds de développement durable. Merci. J'accepte la coupe, remarquant ses yeux chaleureux et son sourire facile. Romain Bernard, se présente-t-il. Partenaire en développement architectural. Chloé Dubois. Westridge Investment. Notre conversation coule de source, sur le travail, sur les tendances du design dans les quartiers financiers, sur notre amour commun pour l'expresso italien. Pas une seule fois nous ne mentionnons les drames familiaux, les urgences ou les obligations. C'est juste 2 professionnels qui se connectent sur des intérêts mutuels. Quand il me demande ma carte, je ressens un frémissement d'intérêt qui n'a rien à voir avec le besoin de le sauver ou de régler ses problèmes. Il a du succès, il est stable, mon égal. Ce soir-là dans mon appartement, je fixe sa carte de visite, réalisant à quel point les choses ont changé. Ma vieille vie s'estompe, remplacée par quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. L'indépendance. Henri appelle moins fréquemment maintenant, et quand il le fait, les conversations ont changé. Comment va le travail, Chloé? Demande-t-il, avec un intérêt sincère dans la voix. Bien. Exigeant, mais bien. Je dirige une acquisition majeure. C'est merveilleux. Une pause. J'ai commencé à voir quelqu'un. Un thérapeute, je veux dire. L'aveu me surprend. C'est super, papa. Ouais, eh bien, il s'avère que j'ai des choses à régler. Les emails de Stéphane ont cessé. Pierre est silencieux.
Éléonore reste un numéro bloqué. Le silence avait l'habitude de ressembler à une punition, à un vide. Maintenant, il semble paisible. En plaçant la carte de Romain sur ma table de chevet, je réalise que je n'attends plus le prochain appel de crise. Je vis simplement ma vie. Et c'est suffisant. Le soleil du soir peint des traînées dorées sur les fenêtres de mon Penthouse. 2 ans après ce dîner d'anniversaire, et parfois je n'arrive toujours pas à croire que cette vue est la mienne. 40 étages plus haut, la ville s'étend sous moi, une constellation de lumière qui commence à scintiller alors que le crépuscule s'installe. Je passe mes doigts le long du comptoir en granit, savourant sa fraîcheur contre ma peau. Des photos de ma vie après l'effondrement de la famille Dubois tapissent les murs, randonnée dans les collines toscanes, rire avec des collègues lors de la célébration de ma promotion, soirée avec de vrais amis qui n'attendent rien d'autre que ma compagnie. Romain sort de la cuisine, des flûtes de champagne à la main, son sourire facile plissant les coins de ses yeux. À la nouvelle associée, dit-il, me tendant un verre. Je l'accepte avec un sourire qui semble naturel, sans effort, rien à voir avec les expressions forcées que je fabriquais pour les réunions de famille. Ça ne semble toujours pas réel parfois. Quelle partie, demande-t-il, s'appuyant contre le cadre de la fenêtre. La promotion ou la vie ? Les deux, j'admets. Tu te souviens de mon ancien studio ? Romain hoche la tête. Nous nous étions rencontrés après que j'avais déjà commencé à reprendre ma vie en main, mais il a vu les photos, l'espace exigu où je vivais tout en envoyant des milliers d'euros à ma famille. Le contraste entre avant et maintenant n'est pas seulement en mètres carrés, il est dans la légèreté que je porte. Mon téléphone vibre sur le comptoir. Je baisse les yeux, surprise de voir un appel bloqué avec une notification de message vocal. La technologie a parfois ses ratés. Les tentatives occasionnelles d'Éléonore passent encore à travers les mailles du filet. Je prends le téléphone et supprime le message vocal sans l'écouter. Encore ta mère, demande Romain, sans avoir besoin de détails. Probablement. Je hausse les épaules, ajoutant son nouveau numéro à ma liste de blocage. Le geste prend quelques secondes, ne nécessite aucune énergie émotionnelle. Il y a 2 ans, chaque appel aurait déclenché des heures d'anxiété. Romain lève son verre. À nous. À nous, je fais écho, les mots sonnant juste. Pas d'obligation familiale ou de loyauté forcée, mais un choix. Nous. Plus tard, blotti sur le canapé avec mon journal, je me retrouve à réfléchir à mon ancienne addiction au besoin de me sentir nécessaire. Le docteur Lambert m'avait aidé à voir le schéma, comment je mesurais ma valeur à la quantité que je pouvais donner, à quel point je cherchais désespérément la validation par le sacrifice. La valeur est inhérente, pas gagnée par le soutien financier, j'écris. Ma valeur existe indépendamment de mon utilité pour les autres. Les limites que j'ai construites s'étendent au-delà de la famille. La semaine dernière, j'ai refusé de participer à un dîner client sans inventer d'excuses. Je ne suis pas disponible ce soir-là, a suffi. Le simple pouvoir du « non » me surprend encore parfois. Mon fonds de retraite, décimé par le retrait de 30 000 € pour l'opération d'Henri et d'innombrables autres urgences, se reconstitue régulièrement. Chaque virement automatique est un investissement en moi-même, quelque chose que l'ancienne Chloé aurait trouvé incroyablement égoïste. Les mots du docteur Lambert de notre dernière séance résonnent. Vous avez fait le travail, Chloé. Les outils sont à vous maintenant. Son cadeau de « fin d'études » est sur ma bibliothèque, une petite boussole en laiton gravée avec « Trouve ton propre nord ». C'est devenu ma pierre de touche. Demain, Julien et son partenaire viennent dîner. Notre amitié a survécu à la rupture et à ma transformation. Il avait raison sur ma famille depuis le début, mais n'a jamais dit une seule fois « je te l'avais bien dit ». Au lieu de cela, il est devenu une partie de la famille choisie qui a remplacé ma famille biologique. Au bureau, j'ai commencé à mentorer une jeune analyste, Emma. Je reconnais les signes immédiatement, les vérifications constantes du téléphone, l'anxiété discrète, la façon dont elle s'excusait de prendre des jours personnels. Quand elle a mentionné liquider des investissements pour aider son frère avec « juste un dernier coup de pouce », je n'ai pas partagé mon histoire. Au lieu de cela, je l'ai mise en contact avec des ressources sur les limites financières et la manipulation émotionnelle. Son email de remerciement disait simplement «
personne n'a jamais compris auparavant. Henri appelle occasionnellement. Sa thérapie individuelle l'a aidé à établir une certaine indépendance vis-à-vis d'Éléonore. Nos conversations sont respectueuses, centrées sur lui et moi, jamais sur ce que je peux fournir. Stéphane envoie des textos d'anniversaire. Pierre reste distant, toujours incapable de me voir autrement que comme une ressource qu'il a trahie. Éléonore reste inchangée, mais son pouvoir sur moi s'est dissous. Ses manipulations sont transparentes maintenant, presque comiques dans leur prévisibilité. Romain me rejoint sur le balcon alors que la nuit tombe complètement. Nous discutons des plans du week-end, des rêves futurs, des conversations, libérés des obligations financières envers les autres. La liberté, ce n'est pas de couper les ponts, dis-je en regardant les lumières de la ville scintiller en dessous. C'est d'avoir le choix de fixer les conditions. Sa main trouve la mienne alors que je supprime un autre message vocal bloqué avec mon pouce libre. Le champagne attrape la dernière lueur dorée alors que je le lève. À nous, dis-je à nouveau, sachant maintenant que « nous » ne peut inclure que ceux qui apportent de la valeur à ma vie, pas ceux qui l'extraient. La ville scintille en contrebas, une mer de possibilités s'étendant à l'infini. Pour la première fois, l'avenir ressemble à une route ouverte plutôt qu'à une boîte confinée. Et je suis enfin, complètement libre de choisir ma propre direction.